Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont arrivés un petit peu en avance à ce webinaire. Bonjour, bonjour. On attend, on démarre. On va attendre un peu pour démarrer. Bon, pour la forme, je peux vous demander si vous voyez bien mon écran, mais normalement, on a validé ça avec Benjamin avant, donc vous devriez voir les slides et voir nos têtes aussi. Ouais, c'est quand même important. Donc, Ça serait dommage de passer à côté. Oui. bah ouais, franchement. On remarque, vous pouvez écrire dans le chat. Ça m'inquiète, puisqu'en fait, je parle. Dites-nous si vous voyez bien l'écran, mais en fait, il n'y a personne qui réagit dans le chat, donc je me dis peut-être qu'on a un souci. Ah non, regarde. C'est bon. Merci Nathalie. On a confirmation. Ouais. Ok. Je m'en doutais un peu, hein, c'était pour vous faire participer un peu plus que. Est-ce que vraiment, c'est vrai que vous voyez bien? Non, on n'avait aucun doute. Yes. Bon, il est 11h30, on va attendre un petit peu parce qu'il y a toujours des retardataires, donc on va prendre 1 ou 2 minutes de rab pour démarrer. Quoique vraiment à 31 ou 32, on va démarrer. Et de toute façon, dans le début, il n'y a pas des choses non plus incroyables. On va se présenter, donc bon, les retardataires ne vont pas louper énormément de choses. Ouais. C'est bien de l'attendre, puisqu'il y a effectivement des gens qui arrivent. Allez, encore 1 minute et puis on va démarrer. Allez, je vous propose de démarrer. On a laissé du temps pour les retardataires pour qu'ils arrivent. Donc, bienvenue à ce petit webinaire organisé par Fastorize et Synolia avec 2 personnes de Fastorize et de Synolia. Le thème de ce webinaire, c'est d'aller creuser un peu la web perf sur Magento. Nous, on continue de dire Magento parce que tellement utilisé ce terme qu'on continue Oui. d'utiliser Magento.
et de voir un peu ce qui marchait, ce qui marche plus forcément, et puis les nouvelles techniques d'optimisation WebPerf. Donc, si je clique, ça marche pas, ça va pas aller. Donc, on va parler de quoi dans les 30 prochaines minutes? 5 grandes parties. On va faire un peu d'intro et de présenter le contexte, les défis classiques de Magento, les solutions classiques qui vont avec ces défis classiques. Et puis, on ira un peu plus loin, puisque aujourd'hui, on est dans l'ère des Core Web Vitals et donc de la mesure de l'expérience utilisateur. Et ça nécessite d'aller plus loin en termes d'optimisation WebPerf. Donc, ce sera un webinaire un peu technique. On va essayer de vulgariser tout ça, mais clairement, on évoquera des techniques WebPerf. Donc, ce sera un webinaire un peu technique. Et puis, bien évidemment, on se laissera du temps pour les questions et les réponses sur la fin du webinaire. Alors, un peu de contexte. Non, d'abord, on va se présenter quand même avant de parler un peu de contexte. Donc, je suis Stéphane Rios, je suis le CEO et founder de Fastorize, qui est une solution d'optimisation de site web. On a deux offres, une offre sur la web performance avec HPD et une offre sur le SEO avec Edge SEO. Et moi, Benjamin, donc je suis le responsable technique de l'équipe Magento chez Synolia. Ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille avec la techno, historiquement sur Magento 1 et maintenant Magento 2. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu pas mal apparaître toutes ces problématiques de WebPerf. Et on va essayer un peu de détriturer tout ça. Alors, aujourd'hui, un e-commerçant en 2025, il doit répondre à deux exigences. La première exigence, c'est une expérience qui doit être rapide, fluide et sans friction. Donc, il doit trouver l'équilibre entre cette expérience utilisateur et en parallèle, très souvent, le business a besoin de richesse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il va rajouter des options de personnalisation, mettre en avant des promotions, lancer des A/B tests, etc., qui vont alourdir le site et il doit donc réagir, il doit trouver le moyen d'équilibrer ces deux thèmes. Et donc Magento, plus spécifiquement, c'est une plateforme qui est puissante, puis qui est très répandue. Mais du coup, la complexité de Magento peut en faire un véritable défi pour la performance. Du coup, on se pose une question très concrète. Comment obtenir les meilleures performances sans sacrifier les fonctionnalités qui font la force d'un site de e-commerce. Alors, avant de répondre à cette question, ça serait quand même bien de se poser la question de c'est quoi un site performant en 2025 ? La performance de votre site, ça dépend bien sûr du choix de votre CMS, mais pas seulement. En fait, les thèmes, les plugins, les modules, les différents modules qu'on rajoute, les développements custom, ça joue aussi sur la performance du site, et peut-être plus important encore, le contenu. Le contenu, alors non seulement le contenu contribué, on parle d'un CMS, un Content Management System, le contenu contribué, mais aussi celui rajouté par les third parties. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces trois parties qui font la performance d'un site web. Donc contrairement à ce qu'on pense, le CMS, c'est pas magique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez choisir un CMS plutôt qu'un autre que vous allez avoir à coup sûr des performances garanties. Bien évidemment, il y a des CMS qui sont peut-être plus d'orienté WebPerf, où la base est peut-être plus performance, mais il ne faut pas oublier que la base, ça reste une base et qu'on rajoute du contenu autour et des développements spécifiques autour. Le second point, la performance, c'est pas juste un score. En fait, tout le monde vise le 100 sur PageSpeed Insight ou Lighthouse, mais vraiment, même si c'est un indicateur, ça reflète pas la performance de l'ensemble de vos utilisateurs sur l'ensemble de votre site.
c'est une vision hyper restreinte de la performance de votre site. Et donc, ça suffit pas. Alors, idem pour les Core Web Vitals, heureusement que ces Core Web Vitals sont arrivés il y a quelques années, puisque ça permet d'avoir une vision un peu plus poussée de la performance en termes vis-à-vis des utilisateurs. Donc, avoir ces Core Web Vitals ouverts dans PageSpeed Insight, c'est important. Mais là encore, ça reste une vision restreinte parce qu'on n'a pas l'ensemble des utilisateurs, on n'a pas l'ensemble des pages, donc on ne peut pas réellement comprendre la performance globale du site web. Et donc, ne doit pas constituer un objectif final et définitif. Ça ne suffit pas d'avoir ces Core Web Vitals ouverts, même si c'est nécessaire. Donc non, un site performant, c'est pas seulement un site qui passe des tests, sans sur Lighthouse, ou bien je suis ouvert dans mes Core Web Vitals, mais c'est un site qui convertit, qui engage. Ça, c'est la première finalité finalement d'un site web de e-commerce, d'un site web Magento, qui offre une expérience utilisateur irréprochable. Donc, ça doit être hyper fluide, complètement sans friction. Alors, bien évidemment, on pense à tout le process de commande et puis de recherche des produits, etc. Mais c'est vraiment chaque interaction avec le site qui doit être sans friction. Et surtout, un site performant, c'est un site qui maintient ces exigences dans le temps. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le contexte dans lequel on est, c'est avoir la meilleure perf tout le temps, garantie, pour l'ensemble des utilisateurs sur l'ensemble de votre site. Et c'est ça le défi. Dans le cas de Magento plus particulièrement, je vais laisser la parole à Benjamin qui va prendre la suite. On a des défis un peu classiques quand on démarre sur Magento, et je te laisse donc la parole, Benjamin. Oui. Le premier défi, en fait, ça va être le temps de chargement, ce qu'on appelle en gros le premier get, c'est-à-dire le temps de réponse serveur, c'est-à-dire le temps qui va mettre le serveur à nous répondre. Ça va passer par trois principales interactions. Le premier, ça va être les modules qu'on installe et leur multiplicité. On a déjà vu des modules, par exemple, pour gérer un menu qui vont charger unitairement toutes les catégories pour aller chercher un attribut, ce qui va prendre 3, 4, 5 secondes. Donc, on se retrouve avec des chargements de 5 secondes juste pour afficher un menu. De la même manière, pour afficher des sliders, des carousels de produits, on va aller chercher chaque produit unitairement. Ça va prendre plusieurs secondes. Donc, en fait, il faut bien réfléchir à chaque fois qu'on va installer un module. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de le faire? Est-ce qu'on peut le faire en asynchrone? Est-ce qu'on peut le mettre en dessous de la ligne de flottaison? Est-ce qu'on a besoin de le charger au chargement de la page? Il y a plein de questions à se poser. La deuxième chose, ça va être des requêtes non optimisées. Donc là, c'est pareil, c'est dans le même ordre d'idée, c'est des requêtes au sens SQL. Là, je vous ai mis un exemple de requête SQL. On a déjà vu, pareil, pour un slider de produits, on va afficher 4 produits, on va aller en charger 1000. Évidemment, ça prend plus de temps d'aller chercher 1000 produits que 4. Je vous donne des exemples, c'est des exemples qu'on a déjà vus sur des audits de sites Magento. Et en fait, dans le contexte de cette techno-là, c'est effectivement un CMS qui est lourd, et aller chercher un produit, c'est une action qui est lourde. Une catégorie, c'est pareil. Aller faire des actions dans le panier il est affiché sur toutes les pages. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut bien réfléchir avant de se lancer dans un développement. Et la dernière chose qui va influer sur le temps de chargement, une fois qu'on a tous nos modules, etc., c'est le cache. Donc, c'est-à-dire que le cache, en gros, c'est un mécanisme qui fait en sorte que deux personnes qui ont besoin de voir le même contenu, on va pas charger 2 fois la même page. Ça sert à rien, puisque le premier l'a déjà chargé pour les autres, en gros. Par défaut, Magento, il va se baser sur 5 grands points pour générer ce qu'on appelle la clé de cache. C'est-à-dire que une personne qui a un groupe client qui est en euros, qui est dans le store français, qui est, etc. Enfin voilà, les 5 points que je mets là, si une personne est exactement dans le même contexte, en fait, sa requête va même pas aller jusqu'au serveur. En gros, on va lui servir la réponse instantanément sans avoir besoin de la recalculer.
Donc c'est pour ça que, par exemple, on a déjà eu des demandes où il faut ajouter, en gros, les clients doivent pas voir le même contenu suivant leur pays de provenance. Donc en fait, ajouter une notion comme ça, c'est-à-dire que si quelqu'un est en Italie, il voit pas le même contenu que s'il est en France, il voit pas potentiellement le même prix que s'il est en Allemagne, etc., ou potentiellement pas les prix d'ailleurs. Donc ça, c'est des requêtes qui sont lourdes puisqu'on va dupliquer le contenu et en gros, on va multiplier par 2 le nombre de pages à mettre en cache. Le deuxième défi qu'on va avoir, c'est Magento en lui-même, c'est-à-dire les technologies qu'il embarque. Donc ça, c'est les technos front. Hein. Pour ceux qui connaissent déjà Magento un peu, ils doivent. Luma, ça doit déjà leur parler, j'imagine. En gros, Luma, c'est le thème par défaut qui est embarqué par Magento. C'est basé sur des choix qui ont été faits en 2015-2016, donc ça fait presque 10 ans maintenant. Donc à l'époque, c'était des technos qui avaient l'air révolutionnaires et novatrices. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Par exemple, Require.js, c'est quelque chose qui n'est plus du tout utilisé, Knockout.js non plus. Et la conséquence de ça, c'est qu'on se retrouve avec des sites qui, vous voyez en dessous là, il y a 2, 3, 4, 500 requêtes, donc des fichiers, soit des fichiers JS, soit des fichiers CSS, qui vont être chargés par page. Donc c'est monstrueux. Hein. En gros, une requête, il faut bien imaginer que une requête, un fichier CSS, un fichier JS, c'est à chaque fois on va aller appeler sur Internet, appeler le serveur ou le CDN, et à chaque fois c'est du temps qui est perdu entre le navigateur et le serveur. Donc ça, c'est un gros défi aujourd'hui. Et le dernier, c'est un peu plus générique à tous les sites web, mais Magento en est aussi victime, entre guillemets. C'est que par défaut, on a des images qui sont pas optimisées web. C'est-à-dire le format aujourd'hui, si on fait rien sur ces images produits ou sur ces images de slider, on va se retrouver avec des images qui sont en PNG ou en JPEG, qui sont des formats qui ont été à la base imaginés pour le print. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les images, elles n'ont pas besoin d'être aussi précises sur un ordinateur que quand on les imprime. C'est-à-dire que, en gros, la résolution, elle n'a pas besoin d'être aussi grosse. Donc, il y a des formats aujourd'hui, le WebP, la VIF, et il y en a même des nouveaux maintenant, qui sont pensés pour le web, qui sont optimisés, qui sont compressés par le serveur et décompressés par le navigateur. Enfin, il y a plein de mécanismes comme ça. Il y a aussi la multiplication des librairies JavaScript. Donc ça, c'est des exemples que je vais vous donner que j'ai déjà vus. Hein. Par exemple, où on va ajouter React par-dessus Magento. En gros, React, c'est une solution qui permet c'est une librairie qui permet de construire des applis front. C'est-à-dire que c'est une appli front à part entière qu'on va ajouter en plus de tout ce que je viens de vous dire sur Luma. Sans enlever la partie Luma. Donc, en fait, on fait que empiler des technos et forcément, mise bout à bout, ça prend un temps monstrueux à s'exécuter et là, on perd des perfs. En fait, on peut rendre potentiellement un site joli, fluide, etc., mais on va vraiment avoir des perfs qui sont désastreuses. Et le dernier point, j'y reviendrai un peu après, mais c'est la multiplication presque frénétique qu'on voit la plupart du temps sur les scripts de tracking ou autres, tracking d'AB test, ou j'englobe un peu tout là-dedans, tout ce qui est third party. Donc c'est la fenêtre de cookies, on va dire qu'on va faire de l'AB testing, on va ajouter un banc en haut, on va avoir un chatbot, on va avoir voilà. Et en fait, ce qu'on voit, et en fait le but c'est pas de remettre en question ces fonctionnalités, c'est juste de dire on a tendance à les oublier. C'est-à-dire qu'un chatbot, on était au début sur une techno, je sais pas, iAdvise ou quelque chose comme ça. On se dit, on va basculer sur HubSpot, mais on va pas penser à enlever tous les scripts qu'on avait avant. C'est des choses qu'on a déjà vues. Donc ça, forcément, mis bout à bout, pareil, on va avoir des perfs qui sont dégradés au fil du temps. Les solutions classiques. Donc ça, c'est une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est intégré dans Magento. Ce qui est possible de faire, c'est, dans un premier temps, il y a quelque chose qui s'appelle le bundling. Donc, en gros, le but, vous voyez, tout à l'heure, il y avait 300 requêtes JS. Il y a un mécanisme qui s'appelle le bundling qui va permettre de les regrouper en plusieurs bundles. Donc là, vous voyez, il y en a 7 bundles. Le problème de ça, c'est que c'est des bundles qui sont pas très intelligents et en gros, ils sont pas sélectifs. C'est-à-dire qu'on va charger tous les fichiers JavaScript
qui sont liés au checkout sur toutes les pages, ce qui est pas très efficient et ce qui est un peu bête, puisque évidemment, on n'a pas besoin des fichiers du JavaScript quand on est sur une fiche produit ou sur la home page. Donc bon, c'est un mécanisme qui existe, qui a le mérite d'exister, mais qu'on ne préconise pas. Le deuxième, qui lui est important et qui coûte pas grand-chose, on a rarement vu des bugs liés à ça, c'est la minification, parce que en gros, chaque caractère est important. Et en gros, moins on a de caractères et moins notre ordinateur va mettre du temps à interpréter ce qu'il voit. Et donc là, concrètement, la minification, c'est par exemple une variable qui s'appelle total. Il va juste la tronquer, l'appeler t. Il va enlever tous les espaces, il va enlever tous les sauts de ligne, il va purger tout ce qu'il peut. Le but, c'est d'exécuter le plus vite possible tous nos fichiers JavaScript. Et de la même manière, il y a la partie CSS, donc la partie affichage, le fait qu'un bouton soit bleu, blanc, qu'il ait un liseré rouge autour, etc. Là, le but, c'est pareil, ça doit être d'enlever les espaces, de minifier le plus possible nos fichiers. Donc ça, c'est des fonctions qui sont natives, de la même manière que le critical CSS. En gros, le critical CSS, son but, ça va être, quand une page s'affiche, un navigateur, en premier, ce qu'il va voir, c'est le HTML brut, c'est-à-dire des balises qui ne sont pas stylisées. Pour pouvoir styliser le contenu, il va attendre le fichier CSS. En gros, celui qui va dire le bouton est bleu, le header il est en haut, le footer il est en bas, etc. Le but du critical CSS, ça va être d'avoir des premières instructions avant même que le fichier CSS arrive, pour dire justement structurer ma page avant que les appels, avant d'avoir besoin du fichier CSS après. Donc ça, c'est des mécanismes qui existent déjà, mais qui sont évidemment loin d'être suffisants. Je mets aussi le lazy loading des images. Alors ça, je l'ai ajouté parce que maintenant ça existe. C'est natif depuis la 2.4.8, donc c'est-à-dire, c'est une version qui a moins de 3 mois là. Donc ils ont enfin décidé d'ajouter cette petite ligne de code, la loading égale lazy. Et donc en gros, qu'est-ce que c'est le lazy loading des images ? C'est faire en sorte de n'afficher que les images qui sont visibles. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est quelque chose qui n'était pas fait avant. Donc en gros, si vous avez un carrousel de produits qui s'affiche quand vous scrollez, ça sert à rien d'afficher les images, de dire à votre navigateur charge les images si le client final ne va pas scroller jusqu'en dessous. Donc voilà, ça c'est tous des mécanismes qui existent. Yes. Nativement, mais qui suffisent pas. Et il faut forcément aller un peu plus loin là-dessus. Yes. Merci Benjamin. Juste, je rajouterai que on parle bien d'images visibles au-dessus de la ligne de flottaison pour Oui. lazy loading. Et chez Fastorize, il y a des fois, on n'est pas très fan du lazy loading natif parce qu'on le trouve pas assez efficace à notre goût, et donc on continue d'utiliser des librairies de lazy loading pour aller plus loin. Alors justement, pour aller plus loin, j'aimerais quand même faire un petit retour sur les Core Web Vitals, parce que aujourd'hui on mesure plus seulement des métriques techniques, des temps de réponse, des serveurs, des poids de page, des nombres de JS, etc. Mais on mesure des métriques qui caractérisent l'expérience utilisateur. Et notamment à quelle vitesse se chargent les éléments, ça se mesure à travers le LCP, comment on interagit avec la page, parce que afficher une page rapidement, si on peut pas interagir avec, ça sert à rien, ça se mesure à travers l'INP, et enfin la stabilité visuelle pour pas perturber l'utilisateur, et ça se mesure à travers le CLS. Alors, je pense que vous connaissez tous maintenant ces Core Web Vitals, parce que Google a bien appuyé dessus, et puis nous, on l'a aidé à bien appuyer dessus, mais je vais juste rappeler un peu leur définition, et surtout les principales façons de les dégrader si on fait pas attention. Alors, le LCP, qui caractérise à quel moment l'élément le plus important de la page devient visible. Donc, ça mesure vraiment une étape, un moment au moment du chargement de la page, en supposant que le contenu le plus important, c'est celui qui prend le plus de place sur la page. Donc, il faut avoir un LCP le plus rapide possible.
Un exemple très simple, hein, une image produit sur une fiche produit, on comprend que c'est le contenu finalement le plus important et qui prend le plus de place sur la page. Ça va être le LCP naturellement sur la page. Mais il se trouve que dans d'autres, il y a des cas un peu sioux qui font que le LCP est un peu plus compliqué à prédire quel va être l'élément LCP. Et donc, on peut le dégrader sans faire attention. Les principales façons de dégrader le LCP, c'est souvent ce sur quoi vous n'avez pas la main et auquel on ne pense pas forcément. Parce qu'on n'est pas forcément dans le même contexte que nos utilisateurs. Je crois que le cas le plus souvent, que je vois le plus souvent, c'est une image qui dépend d'un JavaScript, pour son chargement. C'est le cas, par exemple, très simplement d'un slider qui serait en home page, d'un carousel produit qui serait sur une fiche produit. Et de façon générale, c'est une règle générale en WebPerf, c'est une règle d'or. En fait, il faut, quand on est au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie visible de la page par l'utilisateur, il faut éviter tout contenu qui dépend d'un JavaScript pour se charger. C'est vraiment une règle d'or. Si on peut éviter ça, on va gagner énormément sur l'expérience utilisateur. L'autre cas classique sur lequel, alors là pour le coup, c'est un peu plus difficile de le traiter, un peu plus difficile d'avoir la main, c'est les pop-ins de consentement. Alors peut-être que vous les voyez plus, les pop-ins de consentement, puisqu'elles apparaissent, puis vous cliquez dessus pour les fermer, mais vous avez des utilisateurs qui les voient régulièrement. Et le problème, c'est les pop-ins de consentement qui arrivent tard, et notamment sur mobile. Sur mobile, ça prend toute la place de l'écran et ça devient mécaniquement le LCP. Du coup, comme vous avez, ça caractérise vraiment une expérience utilisateur dégradée, puisqu'il a vu le début de votre page, puis juste après, on vient superposer quelque chose qui va le gêner dans son expérience de votre site. Donc là, il faut réfléchir à des techniques un peu plus avancées, soit pour afficher ce pop-in de consentement le plus rapidement possible, peu importe ce qu'il y a sous ce pop-in de consentement. Alors, on peut aussi ne pas corriger le problème à la racine et faire en sorte qu'il ne soit pas considéré comme le LCP. Mais du coup, vous ne réglez pas le problème d'expérience utilisateur puisque vous avez quand même un pop-in qui débarque 5 ou 6 secondes après le début de la page et après que l'utilisateur ait commencé à regarder le contenu de la page. Après, il y a d'autres cas encore plus tordus sur le LCP. Je peux citer par exemple du texte stylisé qui arrive tardivement. Par exemple, un titre de page, notamment sur les PLP par exemple, qui prend de la place et qui va être considéré comme le LCP. Et comme ce titre, potentiellement, la fonte va arriver, la police va arriver tardivement, et bien c'est au moment où la fonte va arriver tardivement que on va considérer ça comme le LCP. Donc c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention pour améliorer son LCP, ou en tout cas pour pas le dégrader. Alors, pour le LCP, les pièges peuvent être nombreux. Et pour l'INP, c'est encore plus compliqué. Donc, l'INP, ça mesure le délai entre l'affichage et l'interaction avec une page web. Et bien évidemment, on cherche à avoir un site le plus réactif possible. Donc, quand je clique, j'ai immédiatement un affichage qui se déclenche. L'INP, ça mesure globalement, si je veux faire de grandes généralités, ça mesure l'interactivité, donc principalement la quantité de JS chargée et exécutée par le navigateur. Donc, il y a une espèce de règle qui dit le moins de JS vous avez, ce sera facile d'optimiser votre INP. Ça ne veut pas dire que même si vous avez beaucoup de JS, c'est pas possible, mais ce sera un peu plus compliqué. Donc, vraiment, je pense que vous êtes d'accord avec moi, avoir un site qui réagit instantanément quand
quand je clique sur un bouton ou quand je clique sur un menu, c'est vraiment, ou quand j'ajoute au panier, ça doit être la base pour l'ensemble de vos sites web. Alors, le sujet est assez complexe sur la partie INP, mais on peut, de ce qu'on voit très souvent, c'est un des points qui revient très souvent, c'est par exemple l'affichage des méga menus. Je clique sur le méga menu et là, ça va déclencher l'ouverture du méga menu, mais potentiellement ce qu'on appelle de la réhydratation, donc du calcul qui est fait sur le client, le poste client qui va afficher ce méga menu et qui va générer énormément de délai entre j'ai cliqué et je vais afficher le méga menu. Et enfin, le deuxième point qui arrive très, très souvent, 95% des cas, c'est les scripts de tracking qui, à chaque interaction avec la page, et c'est très bien, ça permet d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur votre site, mais qui, à chaque interaction avec la page, vont s'intercaler entre le moment où réellement je traite l'action et puis je fais l'affichage, et ces scripts de tracking peuvent prendre du temps, donc il faut absolument traiter ce cas des scripts de tracking. Enfin, le CLS, ça caractérise le fait que est-ce que la page, elle saute pendant le chargement, et est-ce qu'il y a des choses qui se décalent pendant que ça se charge. Et c'est principalement l'insertion d'éléments dynamiques comme la pub, les vidéos, les images ou même des fonctionnalités qui provoquent du CLS. L'idée, c'est d'avoir vraiment la page qui arrive avec un contenu déjà figé dès le départ. Un exemple, hein, c'est vraiment un bandeau ou un bouton qui arrive et il y a même des cas où ça peut générer vous cliquez à un endroit et puis finalement, c'est pas là où vous deviez cliquer et ça provoque un bug ou une action inattendue. Alors, les principales causes de CLS, c'est les images les isolaées. Les images qui n'ont pas de dimension définie, il faut juste rajouter les widths, les heights sur vos images pour que le navigateur il sache quelle place elle va prendre sur la page. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous mettez 1000 par 500 que même si ça doit être une vignette qui doit être affichée, le navigateur il tient compte de là où elle doit être affichée. Donc ça donne juste des indications sur le ratio de mettre des dimensions d'image, ça ne dit pas qu'il faut afficher en 1000 par 500. Le texte stylisé aussi, dans un second temps, par exemple, parce qu'on a un texte sur une ligne et quand on applique la police, le texte passe sur deux lignes, fait que ça peut décaler ce qu'il y a en dessous et donc ça peut générer du CLS. Les sticky headers et les sticky footers, on voit très souvent ça. La façon d'implémenter ces sticky headers et ces sticky footers est très importante. C'est-à-dire que quand vous avez un sticky header, vous allez prendre le contenu de ce header, le sortir finalement de la page et puis l'afficher en sticky tout en haut. Le fait de le sortir de la page fait un trou dans la page et tout le contenu remonte. En tout cas, le navigateur pense que tout le contenu remonte et génère du CLS. Donc potentiellement, ça peut générer ça peut aussi être visible par l'utilisateur et être gênant. On peut avoir aussi des blocs produits dans des listes de produits qui sont insérés dynamiquement. Moi, ça, on le voit assez classiquement et souvent par des third parties aussi. Et ça, c'est oui, pardon, excuse-moi. Donc, quand on veut aller plus loin dans la web perf, on est obligé de traiter tous ces cas-là et de faire attention à toutes ces petites choses-là et pas seulement se reposer sur les technos qui sont fournis de base avec le CMS. Donc, il faut suivre les Core Web Vitals très précisément, même plus que les Core Web Vitals, d'autres métriques comme le FCP ou le TTFB. Mais il faut aller encore plus loin pour traiter justement tous ces cas à la marge. Et alors, heureusement, sur Magento, quand on veut aller plus loin, il existe des solutions un peu plus avancées que les solutions basiques présentées par Benjamin. Et donc, je lui laisse la parole. Là, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est des solutions qui répondent effectivement à peu près toutes les problématiques que Stéphane vient d'évoquer, mais qui sont un peu plus chronophages que celles que j'ai présentées avant, qui sont natives et incluses dans Magento. La première, c'est
vous souvenez sûrement, la notion de bundle. Je disais, les bundles natifs, ils sont un peu bêtes. Et en gros, ils chargent tous les fichiers JS sur toutes les pages. Il y a un autre mécanisme qui existe, qui est le bundle intelligent, avancé, suivant comment on l'appelle. Et son but, ça va être, en gros, de scanner son propre site et de dire, sur la fiche produit, j'ai besoin de tel JS parce que j'affiche un carrousel, j'ai besoin de tel JS parce que j'affiche le bouton d'ajout au panier, parce que j'ai la wishlist, etc. Et en gros, sur chaque page, aller définir de quel JS j'ai besoin et de le mettre dans un bundle. Donc en gros, je vais avoir un bundle fiche produit, un bundle page d'accueil, un bundle page CMS, un bundle checkout, un bundle panier, etc. Et là, du coup, on a des bundles intelligents qui regroupent que les fichiers dont on a besoin. Ce qui fait qu'on va passer de 500 fichiers à 4 par page et qui n'inclut que ce dont on a besoin. Donc ça, c'est un peu chronophage, mais c'est vraiment très, très utile. La deuxième optimisation, c'est lié au temps de chargement des pages elles-mêmes, donc le temps en serveur. Le premier, c'est un mécanisme assez avancé, mais qui est pas si difficile à mettre en page, c'est la notion de soft purge. La notion de soft purge, le but, ça va être de faire en sorte qu'il y ait presque aucun client qui ait accès à une page sans cache. Parce qu'en gros, une page qui est mise en cache, elle est instantanée. Le temps de serveur est négligeable, c'est quelques millisecondes. Le but, ça va être de se faire en sorte que tous les clients aient du cache. Et comment on fait ça ? Le mécanisme de base, la plupart du temps, c'est, par exemple, on a une fiche produit avec un produit qui est en stock. Le produit passe hors stock. En gros, l'admin de Magento va dire à Varnish ou notre CDN ou notre gestionnaire de full page de dire invalide cette page et le prochain utilisateur qui va passer dessus, il va devoir la recalculer puisque mon produit est passé hors stock. Ça peut prendre 1, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes si on a des modules un peu douteux. Le but, ça va être de faire en sorte que cette charge-là, ces 2, 3, 4 secondes, soit pas portée par un utilisateur qui va attendre, mais par Varnish lui-même. C'est-à-dire que, en gros, l'instruction va lui être envoyée à Varnish et il va se dire, OK, je sais que je dois mettre à jour cette page, donc je vais la mettre à jour moi-même et tant que j'ai pas à jour, que j'ai pas mis à jour la page, je vais continuer à servir l'ancienne. Et au moment où j'ai calculé la nouvelle, je vais servir la nouvelle. Ce qui fait qu'on n'a plus de page sans cache, théoriquement. La deuxième, c'est la notion de smart cache. En gros, ça, c'est pour gérer les zones dynamiques de notre site. Parce que, il y a des morceaux de page qui sont inhérents à chaque utilisateur. Par exemple, le panier, la partie mon compte, bonjour, si c'est marqué en haut bonjour Benjamin, forcément, Stéphane lui dira bonjour Stéphane. Donc ça, en gros, il y a une solution de facilité qui est je vais charger tous ces morceaux de manière asynchrone pour tout le monde et tout le temps. Magento a un mécanisme qui est beaucoup plus avancé, qui s'appelle Private Content. Et en gros, le mécanisme, c'est de dire, si je navigue entre deux produits, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit, puisque j'ai pas fait d'action qui est amenée à changer le contenu de ma page. Par contre, si par exemple j'ajoute un produit à mon panier, je vais changer mon petit 0 en 1 dans mon mini panier, puisque j'ai ajouté un produit à ma page. Et en fait, le but, ça va être d'invalider, en gros, la partie de mon panier que quand il y a une action utilisateur. Donc ça, c'est des mécanismes assez avancés. Et en fait, nous, on le voit, et soit par méconnaissance, soit par flemme, il y a des intégrateurs ou ceux qui développent des modules qui disent moi je vais recharger mon bloc tout le temps sur toutes les pages parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec de l'invalidation, etc., etc. Et voilà, c'est des choses qu'il faut faire le moins possible. Le point d'après, c'est avancé parce que ça peut prendre du temps, ça peut être chronophage, c'est la rationalisation des scripts de tracking. Donc ça va pas être au niveau du code en lui-même, ça va être au niveau de la plupart du temps GTM ou Matomo, les gestionnaires de scripts comme ça. Là, j'ai pris cet exemple-là. Il faut bien se rendre compte que ça peut être un fléau, ces third parties. C'est-à-dire que là, je l'ai mis, il y a 40% des sites dont le contenu représente plus de 75%. Les third parties représentent 75% du code. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 80% du code de votre site et du temps de chargement de votre site qui est lié au third party. C'est quand même assez énorme. Et là, en fait, c'est mécaniquement enlever des third parties et des scripts de tracking et j'appelle ça script de tracking, mais c'est plus général que ça. Mécaniquement, plus on en enlève et moins le site prendra du temps à charger. Ensuite, je pouvais pas parler de WebPerf sans évoquer UV.
on prononce UV. Voilà. En gros, ce que je disais tout à l'heure sur Luma, c'est que c'est basé sur des technos qui ont plus de 10 ans maintenant. Vous vous rappelez Nokia ou Trickwire, etc. En gros, il y a 4 anciens de Magento qui se sont dit « Ok, on avait pris des mauvaises décisions à l'époque, on va le refaire ». Et donc, en gros, ils sont partis de chez Magento et ils ont créé une société qui s'appelle Uva et qui se sont dit, on va refaire le front de Magento. C'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et je pense que si vous êtes dans l'écosystème Magento, vous en avez déjà entendu parler. Et en gros, ce qu'ils se sont dit, c'est on va partir sur des technos qui sont beaucoup plus light, beaucoup plus dans l'air du temps. Et par exemple, on va parler de Tailwind CSS, qui est très connu dans l'univers des devs, Alpine.js, qui est un tout petit framework. Et le but, ça va être d'utiliser le plus de JS Vanilla. Qu'est-ce qu'on appelle JS Vanilla? C'est du JS qui est directement compris par le navigateur et sans librairie, sans surcouche, etc. Parce que le problème des librairies, en fait, c'est qu'elles font plein de choses, mais elles font aussi des choses qui ne nous sont pas utiles. Donc en gros, on va charger du JS, faire exécuter des instructions à notre navigateur alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Donc le but, ça va être de rationaliser et de n'utiliser que ce dont on a besoin. La partie d'après, ça va être donc là c'est pas un tips en lui-même, c'est vraiment quand on veut aller plus loin, il y a des outils, par exemple qui s'appelle Web Page Test et qui en gros va nous décrire exactement ce que voit le navigateur. Et en gros, un navigateur, quand il charge un site, il voit ça, c'est-à-dire qu'il sait que tel fichier JS va mettre tant de temps à s'exécuter, qui va pouvoir paralléliser 3 fichiers JS en parallèle, qu'il y a tel fichier qui a besoin d'un tel, que tant qu'il est en train de charger ce JS, il peut pas faire du CSS, il peut pas afficher la popine de consentement, enfin voilà. Donc le but, ça va être de essayer de changer l'ordre potentiellement de chargement pour faire en sorte que nos pages s'affichent le plus logiquement possible. Par exemple, de charger le contenu en premier, peut-être ensuite le header parce qu'on en a moins besoin. Enfin voilà, ça va être vraiment de regarder les blocs un à un et regarder si on peut pas soit les loader plus rapidement, soit un peu plus tard. Web Page Test, c'est vraiment l'IRM des pages web. Hein. Ouais, c'est ça. En permanence pour savoir comment sont chargées les pages web. Et ensuite, il y a des solutions un peu plus avancées, entre guillemets, dont certaines, c'est un peu de la triche, mais je vais vous le décrire. En gros, il y a des moyens de jouer sur l'ordre de chargement et de jouer avec le navigateur, entre guillemets. La première, c'est Preload. En gros, Preload, c'est une balise HTML où en gros on va dire je sais que mon fichier style.css, là en l'occurrence, je vais en avoir besoin tout de suite parce que c'est celui qui contient mes styles, je veux qu'il soit chargé le plus vite possible, donc je vais lui mettre un preload. C'est une manière de gérer l'ordre et le séquencement de téléchargement de nos fichiers. De la même manière, il y a le prefetch. En gros, le prefetch, c'est dire à notre navigateur j'arrive sur la page d'accueil, je sais qu'il y a 99% de chances que les gens cliquent sur le slider, et ben je vais aller charger les CSS qui sont liés à la page de ce slider. Donc en gros, on va lui faire précharger des ressources pour que quand l'utilisateur va cliquer dessus, il les ait déjà téléchargés. Le dernier aspect, c'est assez nouveau, ça quelques mois, c'est ce qu'on appelle les speculation rules. Alors là, c'est un peu avancé, mais en fait, le but, ça va être d'essayer de prédire le comportement des utilisateurs et potentiellement de faire pré-rendre les pages au navigateur. J'explique un peu ça. En gros, il faut imaginer que si on fait une campagne marketing avec une landing page, il y a un gros bouton au milieu, en gros, on sait que tout le monde va cliquer sur ce bouton. Donc, notre utilisateur, il va arriver sur notre page et on va aller dire au navigateur, je sais pertinemment que notre client va cliquer sur ce bouton, donc on va essayer de faire pré-rendre carrément tout le contenu de notre page à notre navigateur avant que le client ait cliqué dessus. Il faut imaginer qu'en gros, le navigateur, il va ouvrir un nouvel onglet invisible, afficher la page, et au moment où le client va cliquer dessus, il va en gros intervertir les onglets, et comme ça, la page sera déjà pré-rendue. Et là, forcément, on a des Core Web Vitals quasi parfaits, puisqu'il a déjà téléchargé toutes les ressources, déjà interprété le JS, etc., etc.
Donc ça peut ressembler à de la triche et une solution un peu miracle. C'est pas miraculeux parce que on peut pas faire ça partout, tout le temps, etc. Puisque il faut bien imaginer que si on a 500 liens sur notre page, on va pas pouvoir faire pré-rendre 500 pages à notre navigateur. Évidemment, il y a des téléphones qui en seront jamais capables. Et le but, c'est pas de ralentir toutes les pages pour les faire pré-rendre. Donc voilà, c'est un dosage à trouver. Et ça, c'est très Ça avancé. nécessite de faire des calculs avant pour Oui. sélectionner les bonnes pages et de mettre un peu d'intelligence, presque de l'IA dans ces calculs-là pour déterminer quelles sont les prochaines pages. En fait, on pourrait passer des heures et des heures à vous décrire les dizaines d'optimisations avancées qu'on peut mettre en place. On peut aller plus loin dans le critical CSS et faire vraiment des choses aux petits oignons. On peut lazy loader du JS. C'est-à-dire le même principe que les images, on va l'appliquer au JS. Et par exemple, ne lazy loader, ne charger une vidéo YouTube que quand la vidéo arrive dans la page de player, en tout cas que quand on arrive dans le viewport. Pour gérer les histoires de tracking et de leur impact sur l'INP, on a aussi des trucs très, très fins pour gérer le main thread plus finement. On a des choses qui concernent le BF cache, le fait que quand vous cliquez sur back ou forward, vous avez une page de façon immédiate et qu'il n'est pas rechargé la page. Ça, en plus, sans oublier le monitoring. Donc, en fait, il y a énormément de choses. Et il y a énormément de choses pour assurer une bonne web perf. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est un travail sur le long terme. C'est-à-dire que c'est un travail qui est extrêmement difficile à maintenir dans le temps. Donc, chaque nouvelle feature, chaque campagne marketing qu'on ajoute sur le site peut tout casser. Et on le voit régulièrement. Et ça, c'est une étude faite par Google qui disait que 40% des sites régressent sur la web perf après 6 mois. C'est-à-dire qu'on fait un mode commando, on améliore la web perf, et puis après, on laisse tomber le sujet et le site recommence à avoir de mauvaises performances. Et donc, la solution, et on est un peu là pour ça aussi, c'est l'automatisation. Et c'est là que Fastorize entre en jeu pour appliquer toutes ces optimisations qu'on vient de voir et plein d'autres encore à la volée et garantir la performance sur le long terme. Donc, je crois que j'ai bientôt fini. Ouais, on a dépassé un peu le temps. Un peu pour conclure, je voulais juste rappeler que la web perf, c'est un sujet qui ne faisait pas débat. Et j'espère que si vous êtes là, c'est parce que vous le croyez. On a on a des impacts sur sur l'expérience utilisateur, sur le SEO, même en termes d'impact carbone sur l'image aussi l'image de marque. Et je vais passer ça parce que c'est un peu on a dépassé le temps. Je voulais juste vous dire que en termes de résultats, on est capable de mesurer avec des tests AB, donc de confronter des populations qui sont optimisées et des populations qui ne sont pas optimisées en termes de web perf. On l'a fait sur énormément de nos clients et on constate que ça fonctionne. La web perf a un impact, c'est pas juste une corrélation que nous montrent les études ou que nous montrent d'autres acteurs. Nous, on a mesuré qu'il y avait réellement un impact sur les métriques UX et d'engagement sur les sites web. Et donc, oui, c'est possible en fait, c'est possible d'avoir, de concilier finalement avec les bonnes solutions, les bons accompagnements. C'est possible de concilier expérience utilisateur et fonctionnalité. Alors, si on devait résumer les clés pour avoir un Magento performant et rentable, les 6 points que je voulais lister, c'est la base, réellement auditer les bases, ce que vous a décrit Benjamin. Remettez en question le choix des thèmes, des plugins, etc. Pensez utilisateur avant tout, analyser les Core Web Vitals au travers d'outils de monitoring.
cibler les coupables, les sliders, les popping, voilà, tout ce qui dégrade, ce qui peut dégrader votre UX. Automatiser pour durer la performance, c'est un effort continu. Et puis mesurer l'impact. C'est la performance, c'est un levier de croissance et vous avez la capacité de le prouver avec des tests. Voilà, merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a des questions. Alors, quelles sont, c'est pour toi peut-être ça, Benjamin, au niveau TTFB, quelles sont les bonnes pratiques en passe Adobe? Alors, au niveau du TTFB, donc le temps de chargement serveur, au niveau du pass Adobe, donc Adobe Commerce Cloud, on a la chance, pour moi en tout cas, d'avoir Fastly, qui est un CDN qui sert à la fois de full page, et en gros, une fois bien paramétré, c'est ce que je décrivais, et qui en plus inclut le mécanisme de soft purge dont j'ai parlé. Donc en gros, avec une bonne configuration, il est possible de faire en sorte que le TTFB soit quasi parfait tout le temps, puisque en gros, c'est Fastly qui va délivrer 80-90% de nos pages. On considère qu'un taux de hit au-dessus de 85%, c'est bien, parce qu'il reste forcément le compte client et puis l'ajout au panier, enfin voilà, ce genre de page. Mais un taux de hit au-dessus de 90%, c'est ce qu'il faut viser, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Possiblement. Je pense. Est-ce que toutes ces solutions, Charles, qui dit, est-ce que toutes ces solutions sont compatibles et utiles pour les bots? Alors, je peux répondre pour Google et pour les LLM. Alors, les solutions de cache sont utiles pour les bots parce que pour crawler votre site, il y a deux phases dans le crawl. Il y a la phase de crawl où on va récupérer juste le contenu HTML et un peu de JavaScript. Donc, il faut avoir des temps de réponse le plus rapide possible et donc avoir des TTFB le plus rapide possible. Donc, les solutions de cache CDN sont bien sûr très efficaces là-dessus. Et puis, mais il y a quand même une solution, il y a une deuxième phase dans le crawl de Google qui est le rendering de la page. Et ça, le rendering, ça veut dire je charge tous les éléments de la page. Et donc, bien évidemment, tout ce qu'on peut faire pour améliorer le chargement de la page, c'est important. Mais je rajouterai quand même que même si c'est important pour le crawl, ce que mesure Google, ce que fait rentrer Google dans son algorithme, c'est la web perf vue par vos utilisateurs. Ils mesurent ça avec Chrome, remontent ça dans le Chrome User Experience, donc le Crux. Donc, c'est ça on dit passer les Core Web Vitals, avoir ces Core Web Vitals ouverts, c'est ça qu'on mesure. Donc, on mesure l'expérience utilisateur. Donc, c'est important de travailler pour ces utilisateurs. Et Google se sert de ça pour vous dire est-ce que votre site est rapide ou pas. En ce qui concerne les LLM, le sujet est un peu plus délicat puisque c'est un sujet qui bouge à toute vitesse. Mais tout ce qu'on peut, on imagine que, en tout cas moi j'imagine que les LLM, les robots LLM vont suivre le même chemin que Google et vont devoir à un moment charger aussi des pages. Aujourd'hui, ils ne le font pas. On a regardé un peu nos stats et ils ne chargent pas très peu de JavaScript. Mais potentiellement, ça arrivera dans le futur. Il faut se préparer. Donc aujourd'hui, les LLM, peut-être qu'il faut leur prévoir du contenu spécifique avec une solution ou une autre. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de solutions sur le marché. Nous, on a sur la partie, comme on s'est déjà posé la question chez Fastorize, on a une solution qui permet d'utiliser quelque chose qui n'est pas encore une norme, le fichier llm.txt qui permet de donner des instructions comme robot.txt au LLM. Les modules intéressants pour la WebPerf, Benjamin, est-ce que tu en connais? Ouais, alors, en fait, il n'y a pas de module magique, ça se saurait. Par contre, il y a des modules qui permettent d'automatiser une partie des choses dont je viens de parler. Je sais que Amasti, par exemple, ils ont un module qui permet d'automatiser la création des bundles, qui va ajouter du lazy load assez intelligent sur les images. Voilà, il y a des modules qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses. Ok.
Ok. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus nous écouter. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis que vous ressortirez de ce webinaire avec des idées. N'hésitez pas à nous contacter, soit Benjamin, soit moi-même, sur LinkedIn ou par n'importe quel autre moyen pour en savoir plus. Et désolé d'avoir débordé, on est très bavard avec Stéphane, on sait. Et voilà. Merci à Bonne tous. Au journée. revoir. Au revoir.